Donc bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour que l'on puisse échanger, en tout cas vous présenter notre nouvelle version de plateforme. Donc, je suis très heureux de pouvoir compter un aussi grand nombre de développeurs et d'experts avec qui on va pouvoir effectivement échanger sur la nouvelle version donc de Zetapush que l'on a nommée Celtia. Ce que je vous propose, on va mener cette petite heure ensemble en 2 temps. Je vais vous expliquer un peu les objectifs qu'on s'est fixés sur cette nouvelle version. Vous expliquer quelle est notre démarche, notamment par rapport à cette phase alpha. Et ensuite, je laisserai la main à Grégory qui prendra un peu plus de temps pour rentrer vraiment techniquement dans la solution, vous présenter déjà ce qu'on a pu mettre en place et là où on en est aujourd'hui. Le but pour nous, c'est vous donner les clés pour que vous puissiez, 1, vous inscrire et 2, surtout utiliser cette plateforme. Et nous, notre objectif, en l'occurrence, c'est d'avoir vos retours, en tout cas un maximum d'avis par rapport à cette version Celtia. Alors, pour être concret, les objectifs que l'on s'est fixés pour cette nouvelle version, c'est en premier lieu de vous réserver un accueil 5 étoiles. Donc c'est un bien grand mot, mais en l'occurrence aujourd'hui, on met beaucoup d'efforts et d'énergie à ce que vous puissiez trouver d'ores et déjà une documentation, des tutoriels, des contenus, des exemples concrets et compréhensibles surtout, et utilisables dès le départ. Cette nouvelle version est pour nous une grande étape pour simplifier l'accès à notre technologie. On a pu échanger avec différentes personnes ici présentes et on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait un effort également à fournir sur cette notion de simplicité. Pour nous, le but, c'est de pouvoir vous proposer un environnement déjà technique unifié, mais aussi toute une intégration d'outils, notamment en termes de déploiement, de debug et de monitoring. Donc ça également, on vous expliquera où on en est et comment on voit la suite des mises en ligne, en tout cas, de la fourniture de ces outils-là. En dernier lieu, pour nous, la clé, c'est de rester ouvert également sur le monde extérieur. Encore une fois, l'objectif principal, c'est de vous permettre de créer des applications facilement et le plus rapidement possible. Mais cette notion d'ouverture est importante, notamment en vous permettant, en tout cas en vous fournissant un langage d'extension multiple. Donc ça, on va le voir également avec Grégory tout à l'heure. Vous fournir un ensemble d'outils et des SDK en lien avec ce que vous avez aussi l'habitude de faire en termes de développement. Cette ouverture passe également par des connecteurs qui vont vous permettre de faire appel à d'autres API ou d'autres web services déjà existants. On reste dans une approche qui a toujours existé par contre chez nous, c'est cette notion de multi-cloud. Le but pour nous, c'est de pouvoir être hébergé là où on le souhaite. On parle de cloud, on peut parler aussi de on-premise. Donc ça, c'est une chose que l'on avait et qu'on va garder, et c'est important pour nous. Et à plus long terme, on souhaite également rentrer dans une phase open source, en créant notamment une community edition accessible par tout le monde et de façon gratuite. Et à terme, nous, apporter plus d'expertise et avec une version entreprise où on va pouvoir apporter des services complémentaires. Alors, pourquoi on a souhaité lancer cette phase alpha? Sachez-le, il y a déjà des développeurs qui ont travaillé sur les premières livraisons qu'on a pu faire il y a quelques semaines. Mais cette phase alpha, pour nous, c'est d'avoir la chance de collaborer et de vous faire participer à l'élaboration de cette nouvelle solution, mais surtout vous permettre de la tester, mais également déployer et réaliser des applications avec une phase, bien sûr, complètement gratuite jusqu'à ce qu'on passe en version bêta. Pour Zetapush, on souhaite rester à l'écoute de vos attentes, de vos habitudes aussi. Pour nous, le but, c'est de valider tous les nouveaux concepts qu'on est en train de créer, donc en prenant bien sûr vos retours, et commencer dans cette phase à terme d'open source, d'animer ou en tout cas de créer une première communauté active. Voilà, encore une fois, le vrai objectif, c'est de répondre à vos attentes en premier lieu. Donc n'hésitez pas, encore une fois, aujourd'hui et après, à interagir avec nous. On sera là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc c'était une petite introduction rapide. Je vais laisser la main donc à Grégory qui va rentrer encore une fois un peu plus dans la partie technique et vous montrer là où on en est aujourd'hui.
Donc, je vais reprendre pour le webinaire. Donc, l'objectif, là, c'est de vous présenter le parcours développeur, savoir comment, vous, en tant que développeur, vous allez pouvoir vous inscrire et commencer à manipuler la plateforme. Donc, pour ça, vous allez accéder à celtiazetapush.com, qui est un formulaire d'inscription sur lequel vous allez renseigner donc, votre prénom, un nom, un email. Ici, pour le besoin de la démo, je vais mettre quelque chose de simple. Comme l'entreprise et le téléphone sont facultatifs, vous mettez un mot de passe, vous acceptez les conditions générales d'utilisation et vous cliquez sur devenir alpha. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous recevez un message qui vous permet donc de confirmer votre inscription, ce qui est un parcours assez classique. Une fois que vous avez confirmé l'inscription, vous êtes prêt à utiliser la plateforme. Donc là, ce qu'on va, une fois que on va un petit peu retravailler cette page-là pour qu'elle vous redirige vers la doc, qui sera votre point d'entrée. Sachant que dans les minutes qui suivent l'inscription, entre 10 minutes et 1 heure, vous recevez un mail qui vous explique comment interagir avec Zetapush. Mais là, on va un peu retravailler celle-là pour que vous soyez redirigé vers notre démo. Donc, vous allez sur doczetapush.com. Et là, vous allez avoir l'ensemble de la documentation qui vous permet de savoir comment interagir avec la plateforme. Alors, il y a une section introduction. Donc, vous voyez, les sections qui sont en cours ont des to-do. Le but, c'est pour nous de mettre un contenu et d'être le plus itératif possible. On est open source. Cette documentation-là, elle est hébergée sur GitHub. Si jamais vous rencontrez des problèmes, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à ouvrir une issue. On essaie d'être le plus réactif possible sur ce sujet-là. Donc voilà, votre point d'entrée pour vous, c'est la documentation. Donc comme on le disait l'objectif de Saltia, c'est d'être le plus ouvert sur l'écosystème. On s'adresse principalement à des développeurs front-end. Donc les développeurs front-end, l'outil et l'environnement par défaut, ça va être Node.js, JavaScript, TypeScript et NPM. Donc le choix qu'on a fait, c'est de s'intégrer complètement à cet écosystème. Vous souhaitez créer une application, vous utilisez la commande standard npm init, vous faites npm init zetapush, le nom de votre projet. Ici, par exemple, on va démarrer un Hello World. Donc, lorsque vous faites un npm init, ça va créer un squelette de projet classique, basique de Zetapush. Pour l'instant, on ne supporte pas encore de template, mais ça fait partie des choses qu'on va rajouter dans les versions, dans les itérations suivantes, notamment intégrer des squelettes en fonction de la stack que vous utilisez. Donc là, on vous demande votre login et votre mot de passe qui correspond à ce que vous avez tapé lors de votre inscription. Et là, on va initialiser l'ensemble du projet. Donc, comme je le disais, là, pour l'instant, c'est du pur TypeScript, mais on aura React, Vue et Angular qui sont les gros frameworks front de l'écosystème. Donc, on va se positionner dans le dossier Hello et on va regarder à quoi correspond un projet, à quoi ça ressemble un projet Zetapush. C'est assez simple. Un projet, c'est quoi? C'est du front et du back. Le back, nous, on appelle ça un worker. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. On a un package.json qui contient les dépendances et donc 2 dossiers. Donc, on va commencer par faire... Donc, vous faites la commande zetapush. Et Zetapush, qu'est-ce que ça va faire? Donc, je vais reprendre la démonstration, je vais reprendre la présentation ici. Zetapush va prendre votre code front, le code de votre worker, va le pusher sur notre cloud et va vous permettre donc du coup de déployer directement une application. En sortie de commande Zetapush, vous avez une application web déployée sur Internet que vous pouvez directement utiliser dans votre navigateur. Donc on s'occupe d'héberger le front, on s'occupe d'héberger ce qu'on appelle le code du worker. Le worker, c'est quoi? C'est votre logique métier. Et cette logique métier interagit avec ce qu'on appelle des cloud services, qui sont des fonctionnalités disponibles en one mail, ce que vous faites classiquement dans toutes vos applications, la gestion de l'utilisateur, de la recherche, du stockage de fichiers, du stockage de données. Et l'assemblage de ces briques font que vous avez besoin de code métier qui est votre worker. Donc, lorsque vous faites un Zetapush, tout ça est donc packagé. Techniquement, les technologies sous-jacentes, c'est du Docker, ce qui vous permet notamment de bénéficier plus tard de la scalabilité. Vous avez un ensemble de barres de progression qui vous indiquent où ça en est. Et une fois que votre application est déployée, en général, ça prend entre 40 secondes et 1 minute en fonction de votre réseau. Vous avez votre application front-end qui est démarrée. Alors, une application, c'est l'application front-end de Hello World. Il n'y a pas du tout de logique particulière. C'est juste un bouton Hello. Et le bouton Hello répond Hello World. C'est magique.
On va regarder un petit peu dans le détail ce qui se passe. Alors, on a fait le parti pris d'avoir quelque chose de le plus agnostique possible en termes de techno. Un code backend, c'est quoi? C'est une API. Et bah, donc, du coup, ZetaPush, vous exposez juste une API. Une API, c'est quoi? C'est une classe, qu'elle soit JavaScript ou TypeScript. Pour l'instant, on supporte les deux. Par défaut, on a fait le choix de supporter TypeScript. Quand vous créez un projet, c'est du TypeScript, votre back. Vous pouvez forcer du JavaScript si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec TypeScript en mettant, lors de la commande npm init, vous mettez -JavaScript à la place et vous avez une stack initialisée en JavaScript au lieu de TypeScript. Donc là, vous exposez une API, cette API a des méthodes et les méthodes constituent ce que vous allez pouvoir appeler depuis votre front. Au niveau du front, c'est assez simple. On a un client de connexion à ZetaPush. Le client, pourquoi? Parce qu'en fait, ZetaPush est en réel. Ça vous permet du coup de bénéficier de fonctionnalités assez puissantes au niveau du temps réel. Vous faites un client, vous avez un proxy qui vous permet d'appeler les méthodes distantes sur votre serveur et vous avez juste à faire ici API. Le nom de la méthode et vous récupérez en résultat le retour de votre méthode distante. Dans les sprints suivants, dans les différentes alphas qui vont suivre, on va notamment intégrer un support beaucoup plus avancé de la partie HTTP. Donc là, c'est du temps réel, mais vous pourrez imaginer que vous aurez à chaque méthode de votre API, vous allez avoir un endpoint HTTP correspondant. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez simple là-dessus. Il faut imaginer que cette partie-là, vous l'intégrez avec le code front-end que vous souhaitez, que ce soit une application React, une application Vue ou Angular, vous avez juste des services des cloud services que vous consommez, ce qui constitue votre API. Donc là, on a vu le Hello World. Ce qu'on va faire du coup, c'est recréer une nouvelle application pour dérouler un tutoriel un petit peu plus avancé, qui est le tutoriel présent dans la documentation, qui est en fait une application de chat. Alors pour ça, on va fermer ça, on va recréer une application, la même chose, on va l'appeler Avengers. Donc on aura la possibilité par la suite de... donc l'administration pour l'instant ça se fait via les commandes de votre terminal, mais dans les prochaines versions, on aura une console web qui vous permettra, vous ou l'équipe dans laquelle vous travaillez, de voir l'ensemble des applications déployées, de voir leur statut, est-ce qu'elles sont en bonne santé, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dessus. Pour l'instant, c'est quelque chose qui arrivera un peu plus tard, on vous présentera la roadmap complète à la fin. Donc voilà, j'ai le projet Avengers qui a été démarré, donc c'est toujours un Hello World, mais on va voir ensemble, on va dérouler ensemble le tutoriel. La documentation. Je vais séparer mon écran en deux et zoomer un petit peu pour que ce soit clair pour nos amis qui sont en remote. Donc vous avez ici toute une documentation et une partie tutoriel. Donc le tutoriel, pareil, on démarre sur la commande npm init et ce qui va nous intéresser ici, c'est de développer le back associé à ce chat. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un front-end existant. Donc on va supprimer le front par défaut. On va récupérer un projet front-end d'exemple, mais il faut imaginer que dans les versions suivantes, vous allez avoir un template, par exemple un template de chat, qui vous permettra de récupérer directement un code front et un code back associés. Donc on va dézipper l'ensemble, on se repositionne dans le projet et on va suivre du coup la logique. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut faire du chat? Alors, on va prendre le code de notre worker ici, qui constitue notre API. Hop. Je vais mettre ici. Et donc, de quoi on a besoin pour faire du chat? Pour faire du chat, on a besoin de gestion d'utilisateur, de stocker la donnée et de faire du messaging. Alors ça va être ce qu'on appelle des cloud services qu'on va pouvoir récupérer depuis le paquet npm ZetaPush Platform. On va pouvoir récupérer un stockage sous forme de pile, puisque ça se prête assez bien à du chat. Le dernier message arrivé est celui qui est intéressant. On a le messaging qui va nous permettre de faire la signalisation, la gestion des groupes pour les utilisateurs, et une annotation qu'on va voir par la suite qui est injectable. Donc là, on a importé ces services-là, et ce qu'on va souhaiter maintenant, c'est que notre API ait une dépendance vers ces différents services plateformes. Alors pour ça, on va utiliser l'injection de dépendance d'AngularJS. En gros, on utilise exactement le même système d'injection de dépendance
faut savoir que AngularJS a rendu ça disponible comme étant un paquet standalone et on se base sur un standard qui est l'injection dépendante. Si vous faites de l'Angular, en gros, vous utilisez exactement les mêmes concepts. Vous avez des services, ces services se font injecter dans d'autres services et l'ensemble constitue votre API. Donc là, notre Avengers API va avoir besoin de ces 3 services-là. Ensuite, on va avoir besoin de créer des conversations. Pour créer une conversation, il y a un tout petit peu de logique. On va donc exposer une API, une méthode sur notre cloud service qui s'appelle createConversation, qui va vérifier que le groupe global de la conversation existe et s'il n'existe pas, va le créer à la volée. Ensuite, on doit gérer l'ajout des utilisateurs. Donc l'ajout des utilisateurs, c'est quoi? On va récupérer l'utilisateur courant, donc à partir du contexte. Donc je vais mettre ça en un petit peu plus grand. Lorsqu'on appelle une méthode, le premier paramètre constitue ce qui a été envoyé par l'application front-end ou l'application mobile, et le deuxième est un contexte qui est injecté par le serveur. Donc ce contexte contient l'identifiant unique de l'utilisateur courant. Donc lorsqu'on appelle admit2conversation, l'utilisateur courant, celui qui a appelé la fonction, est ajouté au groupe. On avance. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir gérer la signalisation, l'envoi de messages. Donc on a une conversation, on a un utilisateur, on va exposer une méthode sendMessage, on passe un message, ce message, donc on vérifie, on va commencer par récupérer la liste des utilisateurs présents dans notre chatroom, on va leur envoyer un message en disant voilà le message qui a été transmis qu'il faut envoyer. Donc toutes les personnes connectées vont recevoir ce message et ensuite on s'occupe de la sauvegarde dans la base. Là, il faut imaginer que ce service-là, durant ce tutoriel, on recode complètement de zéro un chat, mais l'objectif pour vous, utilisateurs, c'est par la suite de reconsommer un service complètement clé en main de gestion de chat. Donc, on reprend le tutoriel. Et ensuite, il va nous manquer une dernière étape, c'est qu'on a géré la création des utilisateurs, on a géré le fait qu'ils soient présents dans notre chatroom. L'envoi de message, il va nous manquer la récupération. Donc cette récupération constitue juste en une méthode qui va, elle, aller interroger le service de stockage de données qu'on appelle getMessages. Donc là, on a notre API qui est prête à être consommée. Ce qu'on va souhaiter maintenant, c'est pouvoir tester ça en local. Alors, ZetaPush, la commande ZetaPush nous a permis de déployer tout ça dans le cloud, mais l'intérêt aussi donc, de Celtia, c'est de pouvoir faire le même boulot en local, en utilisant non pas la commande ZetaPush, mais ZetaRun. Et vu qu'en fait, je suis sur une stack front-end qui est complètement, qui n'a pas de dépendance vers un React ou un Angular qui a déjà un serveur web, on expose une méthode servFront qui permet de lancer directement un serveur web donc pour s'occuper de la partie front. Et notre worker, lui, va être démarré sur l'infrastructure ZetaPush. Alors, c'est quoi la différence? Si je reprends ici, c'est que quand on travaille dans le cloud, le front et le worker tourne sur le cloud ZetaPush. Quand vous travaillez en local, votre front et votre worker, qui sont exactement les mêmes briques, tournent sur votre poste de travail, mais communiquent avec le cloud ZetaPush et les cloud services. Donc c'est complètement transparent. Au moment donné où vous pushez ce code-là, le front et le worker sont déployés dans notre cloud. Mais en termes de services rendus, c'est exactement la même chose. Donc là, on voit qu'on a une application qui a été démarrée sur le port 3000. Notre application, pour l'instant, elle ne fait rien, puisqu'on n'a pas suivi complètement le tutoriel. Il nous manque une dernière étape, ici, qui va être de copier, du coup, de gérer la glue entre notre code front qui existait déjà. On va coller là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut imaginer que le Avengers Controller, c'est votre code métier, votre Angular, votre Vue, votre React. On a toujours notre ZetaPush client qui permet de gérer la connexion à ZetaPush. On va avoir un service de type messaging qui va nous permettre de réagir aux événements temps réel. Et ici, on a une connexion et on va juste prévenir notre application front que l'ensemble est démarré. Donc, lorsque je reprends l'application, voilà. Donc, je vais pouvoir choisir le chat, il est assez simple. On a différents avatars, Capitaine America, Ironman, Hulk. Choisir Hulk, je suis de bonne humeur. Et donc, on va pouvoir envoyer des messages. Hello. Et donc, ce qui est intéressant, on va séparer mon écran en deux ici, c'est qu'en fait, on développe en local. Donc là, vous voyez, j'ai un ensemble de traces qui sont arrivées. J'ai eu une requête, un résultat.
Et donc, du coup, ce qui est intéressant au fait de développer en local, ça va être de pouvoir débugger ce qui se passe chez nous. Alors, je vais juste reprendre un petit peu. Le debug, c'est le fait de pouvoir être complètement intégré à son environnement de développement, mettre des points d'arrêt, ce genre de choses. Et donc là, on a fait le test sous VS Code. C'est assez simple. Si vous souhaitez mettre en place du live debug avec Zetapush, vous prenez la documentation. La documentation possède une section sur savoir comment débugger votre application. Avec VS Code, c'est relativement trivial. Vous avez un fichier JSON à configurer dans votre environnement de développement. Ici, vous rajoutez un dossier .vscode. Dedans, vous mettez le fichier associé launch.json. Vous copiez ça. Vous interrompez votre ligne de commande, parce que du coup, le debug ne va plus être porté par votre terminal, mais par VS Code. Vous allez dans la section debug. Vous démarrez. Ça va faire exactement le même boulot. C'est-à-dire que ça va démarrer Zetapush, enfin, l'utilitaire Zetapush en mode debug, comme vous l'auriez démarré directement en faisant la commande ZetaRun. Et au bout de quelques secondes, vous avez votre code front-end qui va être attaché là-dessus. Donc si on reprend cette partie-là, moi j'aimerais bien débugger la gestion des messages. Donc on pose un point d'arrêt ici, et lorsque je reviens dans mon application et que je fais un test, hop, on a le point d'arrêt qui est déclenché. Et donc dans le point d'arrêt, on est exactement sur un système de debug classique. Vous avez les variables locales, vous avez accès au contexte, savoir ce qui se passe. Vous pouvez du coup faire du pas à pas. Hop, alors j'ai avancé complètement. Hop, je vais reprendre là-dessus. Je vais relancer ici. Donc voilà, je peux récupérer. Donc on utilise massivement les dernières syntaxes, les syntaxes ECMAScript et TypeScript. Donc là, tous les appels au service plateforme sont des appels sous forme de promesses. Donc vous pouvez utiliser la syntaxe async await pour clarifier votre code. Donc là, on a récupéré le groupe des utilisateurs. On peut voir notre groupe, il s'appelle bien en fait Avengers Chat. Il y a un utilisateur à l'intérieur, alors, normal, il n'y a que moi. Et donc on peut faire du pas à pas en regardant ensuite ce qui se passe. C'est quand même assez intéressant pour vous comprendre ce qui se passe au sein de votre application. Et il n'y a pas beaucoup de solutions back-end qui proposent une intégration en termes de debug aussi simplifiée. Voilà, donc là du coup on a bien mon message test qui est arrivé. Au niveau du développement local, c'est OK. Maintenant, ce qui va m'intéresser, donc je vais interrompre ma session de test et je vais pusher. Mon application a l'air de bien fonctionner. Je vais pusher l'ensemble et une fois qu'elle sera pushée, je vais partager le lien de l'application avec les personnes qui sont soit en local, soit sur le webinar. Et vous allez du coup pouvoir chatter avec moi sur l'application. Donc l'objectif ici, c'était de vous présenter comment on crée une application de chat vraiment de zéro. Mais on va, une fois que cette démo sera terminée, on va vous présenter la roadmap. Et notamment, il y a tout un ensemble de nouveautés qui vont aller avec. Voilà, donc ce qu'il faut imaginer aussi, l'intérêt du développement local et du développement dans le cloud, c'est que une fois que votre application est déployée dans le cloud, vous allez avoir la possibilité de combiner un mode distant et un mode local. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible, mais qui va arriver très bientôt. Imaginez que votre application, elle est déjà déployée. Vous allez pouvoir la démarrer en local en disant, ben voilà, route la totalité du trafic qui arrive sur mon application dans le cloud vers mon application locale, et je vais pouvoir débugger aussi l'ensemble de mon application. Il faut aussi imaginer en tant que développeur, on puisse router, entre guillemets, la totalité du trafic d'un utilisateur donné sur notre application, et tous les autres utilisateurs continuent à utiliser la version cloud. Donc là, voilà, ici vous avez l'application Captain America, l'application Avengers, et vous voyez, donc les données ici ont bien été persistantes, puisque même si mon front et mon code métier étaient hébergés sur ma machine, l'ensemble des cloud services qui portent les données, l'état de mon application, eux, étaient disponibles dans le cloud Zetapush. Donc je vais partager avec vous dans le webinar le contenu de l'application. Et s'il y a des personnes qui sont disponibles sur le chat, peuvent interagir avec moi.
Et donc, du coup, le fait attaquer. Donc là, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent m'attaquer? Voilà. Donc, attaquer, c'est une commande particulière qui inflige des dégâts à l'utilisateur. Je vais m'en prendre plein la tronche. Voilà, ça permet justement d'expliquer qu'on peut à la fois avoir partage de texte et aussi partage de commandes qui permettent d'implémenter un comportement particulier. Donc voilà pour la partie merci. Voilà pour la partie démonstration. N'hésitez pas à rejouer le tutoriel, à nous faire vos retours là-dessus. On va reprendre la suite de la démo. Donc on a terminé et on va passer sur les étapes suivantes. Je vais passer la main à Jean-Charles, juste couper mon micro. Merci Grégory. Alors personnellement, je suis pas peu fier de cette première étape et de là où on a réussi à arriver après ces quelques mois de développement de cette nouvelle version. Ce que je voulais, après cette présentation technique, vous montrer, c'est comment on a organisé la phase alpha déjà en termes de roadmap. Ce que vous avez vu aujourd'hui correspond, sur les 3 phases alpha prévues, correspond à la première phase qui s'est terminée il y a quelques jours et une partie de la deuxième phase sur laquelle on a déjà bien avancé. Donc, ce qu'on a pu terminer sur la première phase alpha, c'est toute cette gestion de déploiement front-back, donc que vous avez pu voir grâce à Grégory. On a commencé à créer bien sûr les premiers custom cloud services et également vous donner la possibilité de créer vos propres services. Donc ça, c'est important de le retenir. Et puis, vous l'avez vu également, toute cette documentation qui est en train de se construire, en termes de structure qui est déjà bien aboutie, mais sur laquelle on va encore fournir des efforts. La seconde phase, donc, qui vient de démarrer, nous a permis de mettre en place le mode debug que vous avez pu voir également pendant cette démonstration, également le support de TypeScript. Alors, TypeScript, on peut l'utiliser du coup, comme vous l'avez vu, notamment pour enrichir les services cloud. Le gros travail de cette seconde phase, maintenant, ça va être de s'intéresser à toute cette partie log, qui vont permettre de suivre un peu les échanges entre le back-end et le front-end. Également, bien sûr, un gros travail sur l'enrichissement des cloud services. On a toute une bibliothèque de services que l'on avait déjà sur la version précédente, dont notre objectif est de pouvoir la porter sur cette nouvelle version. Mais également être à l'écoute de vos besoins. Donc, si dès aujourd'hui, vous avez des idées d'applications que vous voulez réaliser, et notamment tester via Zetapush, n'hésitez pas à nous en faire part, puisque cette partie-là, on est vraiment à l'écoute de vos attentes et on peut prioriser par rapport à ce que vous souhaitez. La troisième phase alpha qui devrait démarrer, si tout va bien, vers la rentrée. On va se concentrer pour cette dernière phase sur la console web, dont Grégory a parlé également, puisque vous avez vu aujourd'hui, tout se passe sur l'environnement de développement. On va vous mettre à disposition une console web qui va vous permettre d'administrer vos différents workers, voire également toute cette approche monitoring et log, et entre guillemets la santé de vos applications, intégrer de la data vise et vous proposer également des squelettes prédéfinis de projets en fonction des frameworks que vous avez l'habitude d'utiliser par rapport au front-end. Donc là, on était sur de l'Angular, on aura du React, du Vue, etc., etc. Idem, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà pour cette phase alpha. L'objectif, c'est de stabiliser l'ensemble des échanges et de ce qu'on aura pu mettre en place pour passer en phase bêta sur le dernier trimestre de cette année. En termes d'organisation, aujourd'hui, on vous permet de vous inscrire, donc de commencer à utiliser Zetapush, mais le but, c'est donc d'échanger avec vous. Donc, ce que l'on va vous proposer, c'est de nous rencontrer régulièrement, ici en présentiel ou via le webinaire qu'on a mis en place. En l'occurrence, pour l'instant, on est sur un rythme d'une fois par semaine. On va pas se mentir, là, ça va être la période estivale. Donc, soyez pas étonnés si dans quelques semaines, on a un rythme un peu moins soutenu. Sachez qu'il y aura une session la semaine prochaine, une la semaine d'après, et après, on doit déterminer un peu le calendrier. Le but, c'est de nous réunir, encore une fois, ici ou à distance pendant 1 heure. Si vous venez ici, le déjeuner sera offert, comme aujourd'hui. Et on va suivre un plan qu'on a déjà prédéterminé, qu'on retrouve à chaque fois. En l'occurrence, présenter les nouveautés, puisque là, on est vraiment en mode itératif dans nos phases de développement. Donc, le but, c'est, au-delà de vous les exposer sur tous les outils qu'on a en place,
c'est aussi de vous les présenter en séance et de prévoir de fait des démonstrations et du test en live. Revoir avec vous différents points chauds en fonction des retours que vous aurez pu nous faire. On pourra avoir des discussions ensemble sur ces sujets-là et vous montrer également, vous exposer l'évolution de la roadmap en fonction de tout ce qui sera passé entre chaque séance. Alors, le point important, c'est de refaire un petit point sur tous les outils que vous aurez dès aujourd'hui à disposition. Donc ça, vous l'avez bien compris, Grégory vous l'a montré. Le premier pas, c'est de vous inscrire sur la landing page celtia.zetapush.com. À partir de là, le second point d'entrée pour vous, ce sera la documentation, où vous pourrez voir déjà ce qui est en place et disponible, mais également suivre les différents tutoriels qu'on a pu créer. Donc sur doc.zetapush.com. On a souhaité également être dans une démarche de spécification ouverte. Donc elles sont exposées sur notre GitHub. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et à commenter également en fonction des idées que vous pourrez avoir. Et nous soumettre également vos retours, bugs ou propositions de nouvelles features par des pull requests. Pour un échange plus direct avec nous et toute l'équipe support chez Zetapush, on vous met également à disposition une communauté Zetapush sur Spectrum. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc sur spectrum.chat. Et en dernier lieu, le mail, bien sûr, qui fonctionne classiquement. Vous avez une adresse mail dédiée, celtia@zetapush.com. Alors, le but, c'est pas juste de vous faire participer, de faire tester. Vous l'avez compris, le but aussi pour nous, c'est d'échanger avec vous. Mais on souhaite aussi vous intéresser dans cette démarche. Au-delà de vous proposer un déjeuner une fois par semaine quand vous êtes disponible, on souhaite vraiment récompenser les alphas les plus impliqués. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a pu mettre en place. On prévoit de récompenser 10 alphas sur la phase qui devra durer jusqu'à cet automne. Avec à la clé des différents passes pour accéder soit à Dodge.js, soit au Brestcamp. Voilà. Sachez qu'en parallèle de ça, on mettra un autre concours en place, je pense plutôt à partir de la rentrée, on vous réexpliquera. Mais le but, ce sera plutôt de travailler sur une approche développement en application concrète et de fait récompenser l'application qui aura été la plus promue, en tout cas, qui aura satisfait ou motivé le plus grand nombre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi donc ce webinaire. On va laisser ouvert l'accès à distance. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur une phase questions-réponses le temps que le déjeuner arrive. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, une question qui est posée par une personne dans le local, c'est quels sont les services utilisés. Alors, je vais reprendre en fait l'application. Je vais la relancer en debug pour voir, par exemple. Forcément debug. Je vais juste la relancer. Ouais, c'est un stockage de données sous forme de pile. En fait, donc, si je reprends le point ici proposé, on va regarder. Donc, on a... je vais juste partager mon écran pour que ce soit parlant pour tout le monde. Mais c'est le cas. C'est déjà le cas. Donc, on a ici, ce sont les services plateformes qui sont utilisés. Et ici, la notation qui permet d'être comprise par notre plateforme pour savoir trois adhérences, trois services. Donc, Stack, c'est un système de stockage sous forme de pile. Donc, l'intérêt d'utiliser TypeScript pour vous, c'est quand vous faites, vous avez l'autocomplétion, vous avez list, c'est pour savoir, par exemple, les messages, et donc vous avez donc l'autocomplétion. List, Stack, est un système de stockage de données sous forme de pile, comme son nom l'indique. Vous avez juste à spécifier le nom de la stack, et vous allez pouvoir pusher et lister les informations là-dessus. Donc, c'est un stockage qui est très basique, qui a besoin d'assez peu de configuration. On a d'autres services de stockage de données. On a notamment un wrapper sur Elasticsearch. On a un stockage de données qu'on appelle GDA, qui vous permet de stocker des données sous forme clé-valeur. Vous avez une clé et des valeurs qui sont sous forme de colonnes typées. Donc ça, c'est les services actuels. On va proposer des services
plus configurables et plus transparents qui vont vous permettre notamment de gérer à la fois du stockage de données et de la recherche de manière complètement automatisée. Le but étant de répondre, on va dire, entre 60 et 80% du besoin de base. Si vous avez besoin de quelque chose de plus customisé, vous avez complètement la main. Là, par exemple, l'exemple ici qu'on a fait, faut imaginer qu'il y a un service déjà intégré qui vous permet de faire du chat sans avoir, vous, à avoir une adhérence explicite vers le stockage de données, la gestion des... L'intérêt d'utiliser TypeScript et JavaScript, c'est qu'en fait, cette classe-là, elle est elle-même composable. Faut imaginer que, imaginons que vous, sur un projet, vous souhaitez réutiliser du code. Vous avez ça, soit vous le publiez, cette classe-là, soit vous la publiez sur NPM, soit vous l'avez dans un Git en local, et vous pouvez tout à fait réinjecter vos propres services, tout comme des modules réutilisables. Vous n'avez pas de vision particulière. Si vous avez, par exemple, besoin, je dis n'importe quoi, d'une fonctionnalité dispo sur NPM, loadage, par exemple, pour faire un traitement, vous avez juste à faire NPM install et utiliser directement la fonctionnalité. Quelque chose que je ne vous ai pas présenté et qui peut être aussi intéressant, c'est le live reload. On va reprendre ici là, cette application là. Par exemple, create conversation. Je vais pouvoir ajouter ici une nouvelle méthode. Tout en bas, je vais reprendre la méthode hello. Qui n'était pas disponible, et je vais la retourner, et je vais mettre tout simplement hello comme DataPush. Donc là, lorsque je sauvegarde, vous voyez ici, il y a un worker is up, c'est un live reload qui a été mis en place. Donc votre code a été la CLI ZetaPush a détecté qu'il y avait un changement, a réinjecté cette nouvelle instance de worker dans l'écosystème ZetaPush, et vous n'avez pas besoin donc du coup d'interrompre votre code, de redémarrer. C'est complètement transparent. Donc ici, là, vous avez juste, ça s'appelle contrôleur, contrôleur.api, vous faites contrôleur.api.hello. Du coup... Ah oui, d'accord. Exact, tu as tout à fait raison. Il faut que je la run en local. Et ça devrait être mieux. Donc là, il y a un point, il se peut que ma démo ne marche pas. Pour une raison simple, c'est que le routage, je vous ai expliqué, le fait de, quand on déploie une nouvelle application, il faut pouvoir router le trafic. Donc là, en gros, j'ai un web service qui est déployé dans le cloud ZetaPush sans la méthode hello, un qui est démarré en local avec la méthode hello, et on n'a pas encore de possibilité pour le développeur de dire oriente la totalité du trafic chez moi. Donc là, c'est load balancé. Il y a une chance sur deux que cette demande de traitement soit prise par le service cloud ou le service local. Donc on va retester. Je me mets sur le local stream. Ça a marché. Un coup sur deux. Mais donc à partir du moment où on aura le routage, donc là c'est un exemple très clair que le load balancing fonctionne. L'intérêt aussi du système de load balancing, c'est que si votre application monte en charge, on est capable de proposer des fonctionnalités d'auto-scalabilité en augmentant le nombre de workers. Et donc tout simplement votre application, vu qu'elle est, faut imaginer que votre API là, elle tourne dans par défaut un Node.js, mais si vous avez un besoin particulier, on va démarrer autant de Node.js que vous avez besoin en fonction de votre plan, le plan que vous avez choisi, ce qui va vous permettre de répondre à un pic de charge temporaire ou permanent si vous avez une application qui est fortement sollicitée. Donc l'intérêt du live reload, c'est du coup sans avoir à interrompre l'application, une chance sur deux. Voilà. Vous n'avez pas besoin de redéployer, pas besoin d'interrompre votre code, c'est complètement transparent. Si vous avez des adhérences vers des nouveaux services aussi, par exemple, là, je fais n'importe quoi, je vais prendre un service GDA, donc service de stockage de données sous forme clé-valeur, GDA, je le sauvegarde ici. Là, on voit que le reload est un tout petit peu plus long, parce qu'en fait, il a besoin de créer une instance du cloud service sur notre plateforme. Donc là, une fois que le service est recréé, il vous met au worker is up, et hop, voilà. Donc là, ici, je vais taper dans le worker local et c'est bon, j'aurai accès à cette nouvelle API. Complètement transparent, vous avez vraiment pas, vous êtes le plus efficace possible, vous vous concentrez sur votre API, vous tapez, vous bénéficiez de l'autocomplétion si vous avez besoin de faire quelque chose.
là-dessus. L'intérêt aussi, et je le reprends, c'est la composabilité. Et imaginons que vous ayez, on va reprendre l'exemple, si ici, dans mon worker, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple calendar.ts. J'exporte une, pas forcément default, on fait ce qu'on veut. Je vais exporter une classe que je vais appeler calendar. Elle va par exemple avoir une méthode getNow. C'est un return de point. Non, voilà, très bien. Ici, vous avez dans votre code TypeScript, vous avez juste à l'importer. Alors, normalement, avec VS Code, l'intérêt, c'est que il détecte automatiquement les imports. Il ne me l'a pas automatiquement importé. Des fois, il le fait. Voilà, très bien. Là, il me l'a importé. Le worker a été redémarré. Et ici, si dans ma méthode hello, je vais pouvoir utiliser directement le service que je me suis fait injecter. 10.calendar get now. Le worker est redémarré. Et quand j'appelle ma méthode ici, une chance sur deux, là, c'est bon, je vais directement récupérer mon API. Alors, il faut imaginer que ce que vous faites injecter, c'est pas forcément du code, c'est du code qui peut n'avoir aucune adhérence à ZetaPush. C'est du métier. Vous pouvez très bien avoir une classe d'algorithme, un paquet NPM qui fait le boulot. Là, c'est vraiment le focus sur l'ouverture sur l'écosystème. Vous avez la possibilité d'intégrer n'importe quel paquet JS, TypeScript qui fait le boulot. Le but aussi de l'intégration de TypeScript, c'est pas seulement l'écrire, c'est aussi vous abstraire complètement cette phase de transpilation. Vous écrivez du code TypeScript et ça fonctionne. Vous n'avez pas à configurer toute la partie, quel est mon dossier de sortie, est-ce que c'est mon JScript. Voilà pour la partie worker. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. C'est possible de séparer le front du worker, donc de pusher le code. Alors, ça fait partie des choses qu'on doit rajouter aussi. En gros, la commande ZetaPush va prendre deux options. Actuellement, c'est pas le cas. Elle prend l'ensemble. On peut avoir la possibilité de pusher que le front only et worker only. Parce que là, actuellement, on push les deux, mais si imaginons qu'on travaille sur que du front et qu'on souhaite faire une correction, en mettant une commande particulière, le nom n'est pas encore fixé, on pourrait pusher que l'un ou que l'autre. C'est tout à fait possible. Ça, c'est prévu, c'est dans la roadmap. D'autres questions? C'est possible d'avoir des déclenchements de comportement, un push sur un repo, engendre une mise en ligne, un déploiement via Git, par exemple? Alors, le déploiement via Git, on n'a pas encore étudié ça. Pour l'instant, ce qu'on fait, nous, dans notre... donc, on a des projets déjà de tests d'intégration qui sont basés sur SailCheck, qui sont l'intégration continue. On utilise Jenkins, qui utilise la CLI pour pusher et qui démarre des tests unitaires et des tests d'intégration là-dessus. Donc, le déploiement via Git, c'était la question posée en présentiel. C'est pas encore dans notre roadmap, mais si le besoin, typiquement, si pour vous, Alpha, vous me dites que c'est une feature qui est absolument importante à avoir, ça fait partie des choses qu'on peut reprioriser dans notre roadmap. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a deux manières de le voir. Soit, du coup, au démarrage, on démarre un projet Angular et en gros, on pilote Angular CLI pour que ça le fasse. Soit, on a une approche un petit peu différente qui est de dire la commande Zeta te permet de t'intégrer à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle va venir patcher ton projet existant. Et tu peux avoir aussi le problème, c'est que tu as déjà démarré ton projet avec Angular et tu souhaites intégrer ZetaPush. Donc, tu ne vas pas recréer un nouveau projet et tout copier. Tu vas peut-être utiliser la commande Zeta pour intégrer juste ce dont tu as besoin dans ton projet existant. On a deux approches qui peuvent avoir du sens, les deux. C'est-à-dire démarrer un projet from scratch où je veux Angular correctement initialisé avec ZetaPush et j'ai déjà Angular et je veux intégrer ZetaPush. C'est deux stories différentes chez nous. Oui. Alors ça fait partie des choses qu'on... alors Angular est un cas un peu particulier, il propose une API, donc on va
c'est déjà le cas dans le cas actuel. On a en gros un SDK JS et un SDK spécifique Angular qui propose tout un ensemble de bindings plus adaptés. Ça fait partie des choses, si le besoin s'en fait clairement sentir, on l'aura. Quand tu as fait les états run, Ouais. Tu avais les mêmes données, ouais. C'est possible de configurer et de ne pas mettre dans ce concept chez vous. Alors, je vais reprendre le fonctionnement pour bien comprendre ce qui s'est passé. La question pour les gens qui sont en remote, c'est est-ce que c'est possible entre un déploiement cloud et un déploiement local d'avoir des jeux de données séparés? Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est au cœur de ce qu'on va développer dans les sprints suivants. Ça part d'un constat que la plupart des solutions back-end de service sont quand même assez peu orienté pour des besoins d'entreprise et des besoins assez pro. Et en fait, ce qu'on va mettre en place, c'est typiquement la gestion des environnements. Vous avez une application, votre application, elle n'est jamais toute seule. Vous avez toujours une gestion d'environnement, le développement local, la pré-prod, l'intégration, la prod. Et en fait, avec la gestion des environnements, ça va être intégré, ça va répondre à ton besoin. C'est-à-dire que tu auras ton application, tu vas la créer, tu vas définir plusieurs environnements, la production, la pré-production, un développement local qui t'est propre à toi, potentiellement développer un environnement temporaire. Et donc ça va permettre, lorsque tu développes en local, de dire je développe en local sur un environnement temporaire ou sur mon environnement moi développeur. Et lorsque je push, je vais pusher sur l'environnement de production. Si tu veux pas qu'il se mélange, effectivement. Après, il y a des cas aussi où tu fais une base de données partagée, par exemple, et tu as envie de bénéficier d'un jeu de données pour pouvoir tester justement sur un jeu de données plus concret. Et ça permet aussi de le faire. Après, effectivement, si tu veux vraiment séparer, avoir ton environnement propre à toi, effectivement, là, on était parti sur un environnement. Après, si vous avez d'autres idées là-dessus, vous pouvez aussi. C'est ce qu'on envisageait de mettre en place. D'autres possibilités. Pareil, en points là qui nous ont été remontés par d'autres alphas et qui sont dans notre roadmap, c'est la gestion de rollback. Actuellement, lorsque vous faites un push, ce qui n'est pas présent mais ce qui va être implémenté dans les prochains sprints, c'est la gestion du rollback. Vous déployez l'application, on fait un snapshot avant déploiement, vous déployez ensuite, donc le code front et le code back sont déployés. Ça peut arriver que vous vous rendez compte que vous avez corrompu votre jeu de données parce que vous n'aviez pas correctement testé ou tout simplement la feature, vous souhaitez la rollbacker, parce que l'API, vous ne souhaitez pas la déployer. On va me proposer un mécanisme qui va vous permettre de revenir à l'étape précédemment de déploiement. Snapshot complet, jeu de données plus API. Ça fait partie des fonctionnalités qui nous ont été demandées par des alphas et qu'on va prioriser dans les prochains sprints alpha. Le server-side rendering, pour l'instant, c'est pas quelque chose. On a un alpha qui s'est amusé à faire des tests là-dessus. Et c'était en cours. C'était en cours de test. Il voulait voir si c'était possible. Alors pareil, sur un point sur lequel je pense que votre retour va être assez intéressant, c'est la partie support HTTP. C'est quelque chose qui nous a été demandé assez fréquemment. L'intérêt aussi de bénéficier du temps réel, c'est pour une démo, mais du chat avec le canal temps réel, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais vous pouvez aussi très bien avoir une application qui s'intègre avec un écosystème existant et qui a besoin d'exposer des endpoints HTTP. Donc en termes d'API, en termes de fonctionnalités, probablement que dans les réunions hebdo, on vous présentera les points chauds. On vous présentera tout d'abord la doc, l'API qu'on souhaite mettre en place, prendre vos retours avant de l'implémenter concrètement. Ça peut être aussi le genre d'approche. En interne, on est aussi organisé de cette manière-là, en gros 2 teams. Une team qui développe plutôt les fonctionnalités bas niveau et l'autre qui s'occupe de développer des services, des services fonctionnels enrichis. Donc voilà sur la partie features qui vont arriver, le rollback, l'HTTP
Alors, on utilise CometD, qui est un système, un protocole de communication cross-transport. C'est-à-dire qu'on supporte WebSocket pour le temps réel, mais si jamais les WebSockets sont pas dispo, on a des fallbacks en HTTP, long polling, différents types de fallbacks. Ça, c'est pour la partie protocole temps réel. Après, sur la partie HTTP, c'est classique. Ça va changer quelque chose pour la partie mobile. Alors, ce qui pourrait changer quelque chose sur la partie mobile, on propose JavaScript et TypeScript. Si tu fais le choix de JavaScript pour développer ton API, ça va être un peu compliqué de générer un SDK mobile correctement typé. C'est pour ça qu'on pousse par défaut TypeScript. Donc, une des fonctionnalités, la question posée en présentiel, c'est au niveau des SDK générés pour les applications mobiles, qu'est-ce qui va changer? Donc, actuellement, la ZetaPush, dans sa version actuelle, permet, avec le langage ZMS, de générer un SDK Swift et un SDK Android qui s'occupe de la sérialisation, des sérialisations lorsqu'on appelle des web services. L'objectif, c'est avec Celtia de conserver cette fonctionnalité-là. Par contre, il faudra que le développeur fasse un effort, enfin, le développeur de l'API du worker fasse un effort de typage correct. S'il dit, voilà, je prends une méthode qui prend rien, enfin, qui dit ma méthode c'est any, on ne pourra pas faire beaucoup d'efforts sur la partie génération. Mais si par contre le développeur fait un effort de correctement typer l'ensemble de son API en entrée et en sortie, notre objectif est de pouvoir générer des SDK Swift, Java, TypeScript bien sûr, qui permettent d'avoir une sérialisation, des sérialisations automatiques de tes appels aux API. Ouais. Les deux peuvent fonctionner en parallèle. Les deux peuvent fonctionner en parallèle. Si tu as un besoin particulier d'utiliser du ZMS pour une raison X ou Y, tu peux. Pour l'instant, on n'a pas de volonté d'introduire un breaking change volontairement, mais de pouvoir avoir l'un qui fonctionne avec l'autre. Mais si tu démarres un nouveau projet, en règle générale, tu partiras plutôt sur du Celtia, sur du TypeScript. Comment ça se présente en fait là, par exemple, tu prends ton projet, nous on a déjà notre projet ZMS. Si à partir du moment où ça passe en V1 Celtia, commencer à écrire en TypeScript. Comment tu fais cohabiter les deux environnements? Comment tu développes? Alors, imagine là, pour ce besoin-là, donc si on veut faire cohabiter une application V1 avec une application V2, donc le système de V2 utilise un service cloud qui s'appelle le service de macro, qui permet de propulser du code custom. Donc là, tu te ferais injecter un service de macro. Et ici, par exemple, je l'appellerai private macro là-dessus. Et expected. Ah oui, j'ai un V. Et ça ne fait pas cracher. Bien sûr. Donc là, tu as ton service de macro. Tu pourrais très bien imaginer que tu appelles une API legacy avec le système de macro. Tu vas appeler ton API legacy, tu vas exposer une nouvelle API et donc tu auras potentiellement deux SDK générés, toujours ton SDK legacy et un nouveau SDK qui serait lui basé sur TypeScript, l'un faisant potentiellement passe-plat vers l'autre. C'est tout à fait possible. Tu as une question, Alexis? Ouais, j'ai du mal à voir comment on peut faire fonctionner du coup Celtia avec des frameworks du style NativeScript. Alors sur la partie front, tu es complètement libre. Là, en gros, c'est juste que développer juste une API, c'est pas forcément parlant. Tu as des projets d'exemple front. Rien ne t'oblige. Donc tu prends l'exemple d'un projet NativeScript, React Native, ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de propulser, d'avoir ton code front et ton code back dans le même projet. Tu peux très bien considérer que tu as un projet dans lequel tu n'as qu'un worker qui va constituer ton API, qui est un projet ZetaPush Celtia, dans lequel tu n'as pas de front et tu n'en as pas besoin. Et à côté, tu as ton projet, tu te poserais pas la question si tu faisais de l'Android directement, tu mettrais pas les deux au même endroit. Donc là, tu vas avoir deux projets séparés et l'un fera appel à l'autre. Typiquement, dans ce cas-là, on va avoir, quand on parlait de la génération des SDK clients, tu vas avoir une commande qui va te permettre de générer des fiches soit de ton SDK, imaginons ce serait un SDK TypeScript ou JS, qui serait exactement le miroir de ton worker. Et donc dans ton projet JS, tu utiliserais cette méthode.
Pas d'autres questions? Prendre vos retours pour votre ressenti à chaud, avant d'avoir, on est complètement ouvert sur des questions et des remarques plus tard, hein, mais votre ressenti à chaud sur l'ensemble, la roadmap, la démo. Est-ce qu'il y a des points qui vous semblent sur lesquels il faudrait qu'on travaille un peu plus pour mettre l'accent? C'est une question de la gestion des droits d'accès, ce genre de choses ou Alors, je réponds à la question très orientée par rapport à ce règlement de gestion des données personnelles. Notre position, et on expose d'ailleurs, quand vous validez à l'inscription les conditions générales, alors on sait très bien qu'on ne les lit pas tous, mais allez-y, parce qu'il y a toute cette partie justement en lien avec le RGPD que l'on a mis en place. En l'occurrence, aujourd'hui, on a une position d'hébergeur en mode cloud, front et back. On est donc identifié par rapport à vos projets comme sous-traitant et vous comme responsable du traitement de la donnée. Donc, toute cette partie où le responsable du traitement de la donnée doit effectivement respecter le RGPD par rapport à l'accessibilité de ces données-là, le fait de pouvoir les transmettre en cas de changement, quand l'utilisateur veut changer de service, qui est notamment très lié à la partie bancaire, par exemple. Tout ça, c'est du ressort du responsable de traitement. Voilà. Nous, on vous donne des outils pour pouvoir facilement respecter cette position de responsable de traitement. Mais on est sous-traitant. Oui. Aujourd'hui, sur CP, il y a combien de services? Combien? Je sais pas, on en a 12. On en a 12, sachant que c'est des services qui vont être enrichis avec... actuellement, on a des services qui sont ciblés en termes de responsabilité. On a un service de stockage de données, un service de recherche, et on va proposer des services composés avec une API un peu différente, un peu plus développeur-friendly, qui va vous dire, typiquement, le stockage clé-valeur, c'est très bien pour l'accès en lecture, mais en règle générale, on a aussi besoin de faire de la recherche. Et on ne l'a pas forcément pensé, donc on va des fois avoir besoin de composer du stockage clé-valeur avec de la recherche, avec potentiellement de la notification temps réel, et on va proposer des cloud services dans les sprints à venir qui répondent à des besoins, on va dire, plus transverses. Typiquement, en fait, là, en ce moment, on travaille beaucoup sur la gestion des utilisateurs. Parce qu'en fait, ouais, tu l'as vu. Il y a un tout. Ouais. En fait, on est vraiment dessus. Typiquement, la gestion des utilisateurs, c'est un use case qui arrive systématiquement. Et donc, on est en train de proposer des choses qui vont pouvoir couvrir 80 ou on espère même 90% des cas d'usage de ce qu'est une gestion des utilisateurs sur différentes typologies d'applications. Frontaux qui seront, alors pas la partie IHM pour l'instant, mais la partie service utilisable côté front. Et le principe, c'est d'aller au plus rapide pour vous. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est enregistrement d'un utilisateur, envoi de mail, reset de mot de passe, login, tout ça, ce sera déjà prépackagé
en utilisant les services plus unitaires qu'on a actuellement. Et vous ne les voyez pas, en fait, ces services unitaires. Vous avez une surcouche, en fait. Et on va faire ça pour la gestion des utilisateurs, pour le stockage de données, pour plein de services, en fait, en se basant sur nos services actuels. Et là-dessus aussi, il ne faut pas hésiter à nous faire des retours sur des besoins, voire à participer, en fait, si vous avez envie de rajouter des services un peu plus comment dire, fonctionnels, enrichis. Il ne faut pas hésiter, en fait. C'est un très preneur de cette partie-là. Et justement, si vous êtes intéressé pour savoir sur la gestion des utilisateurs ce qu'on a prévu de faire, c'est normalement la semaine prochaine, justement, on présente ça. Donc n'hésitez pas à revenir pour ça, justement. Oui. Là, il y a un travail justement sur les services unitaires actuellement, et il y a un gros travail de documentation qui est en train de préparer pour le service de gestion des utilisateurs. Je remercie les participants qui étaient là via le webinaire. On va clôturer la session. Elle sera disponible en replay d'ici demain. Oui. D'ici demain, on va la remonter un petit peu parce qu'il y a le début qui n'a pas démarré immédiatement. Mais en tout cas, on vous remercie de votre participation. Au revoir.